Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Certains choix ne s'annoncent pas par le tonnerre ou les éclairs. Ils arrivent en silence, cachés dans l'ombre, saignant dans la poussière derrière votre grange. Calem mérite possédait son petit lopin de terre à la frontière depuis 7 ans, y avait élevé 3 mules depuis leur naissance, et n'avait jamais trouvé un autre être humain sur sa propriété jusqu'au matin où il sortit vérifier l'abreuvoir et vit la traînée de sang menant au vieux hangar à grains. Du sang frais, encore humide, et 2 séries d'empreintes, toutes 2 petites, toutes 2 traînantes. Il resta là, la main sur la porte du hangar, sachant que ce qui se trouvait de l'autre côté exigerait quelque chose de lui. Ce qu'il ignorait, c'est qu'avant le coucher du soleil ce jour-là, il perdrait tout ce qu'il possédait, et qu'une armée arriverait à sa porte à la recherche de ce qu'il venait de trouver. Calem poussa doucement la porte. Les gonds hurlèrent. Dans le coin, pressés contre le mur du fond comme des animaux acculés, 2 jeunes femmes le fixaient. Toutes 2 portaient des vêtements traditionnels apaches déchirés et tachés de sombre. La plus âgée tenait un morceau de bois cassé comme une arme, le bras tremblant d'épuisement ou de blessure. La plus jeune ne pouvait pas avoir plus de 16 ou 17 ans, le visage pâle sous sa peau brune, les yeux écarquillés par une terreur qui allait bien au-delà de la simple peur. Elle était gravement blessée. Calem le vit immédiatement. Il leva les 2 mains, paumes ouvertes, et fit un pas en arrière vers la porte pour montrer qu'il ne les piégeait pas. La femme plus âgée dit quelque chose de tranchant dans sa langue et tira sa sœur plus près d'elle. Calem remarqua l'épaule de l'aîné. Le tissu était trempé. Le sang coulait encore. Pas une éraflure, pas une égratignure. Quelque chose avait pénétré profondément. Depuis combien de temps êtes-vous là, pensa-t-il. Et qui a fait ça? Il parla lentement. Êtes-vous blessé? La question était évidente, mais il avait besoin de dire quelque chose. Les yeux de la femme plus âgée se plissèrent. Elle comprenait l'anglais. Bien, cela aiderait. Je ne vais pas vous faire de mal. Vous saignez. Vous avez toutes les 2 besoin d'aide. La plus jeune vacilla, ses jambes fléchissant. La plus âgée la rattrapa de justesse, et Calem la vit grimacer lorsque le poids pesa sur son épaule blessée. Elles allaient toutes 2 s'effondrer si elles ne recevaient pas de soins bientôt. Mais elles ne l'accepteraient pas. Pas de lui. Pas encore. Puis il l'entendit. Des chevaux. Plusieurs chevaux, encore distants, mais se déplaçant rapidement, venant du sentier de l'Est, la même direction d'où venait la traînée de sang. Calem regarda de nouveau les 2 femmes et vit leur visage changer. Ce n'était pas l'espoir d'un sauvetage dans leurs yeux. C'était de la pure terreur. Elles ne se cachaient pas des Apaches. Elles se cachaient de ceux qui arrivaient. Et ceux qui arrivaient étaient maintenant assez proches pour que Calem puisse entendre les cavaliers s'interpeller, se déployer, chercher. La femme plus âgée serra sa sœur plus fort. Et à ce moment-là, Calem comprit quelque chose de fondamental. Ces femmes avaient couru aussi loin qu'elles le pouvaient. Elles n'avaient plus rien. Plus de force, plus d'options, plus de temps. Elles étaient sur le point d'être trouvées, à moins qu'ils ne fassent quelque chose dans les 60 prochaines secondes qui changerait toute leur vie à jamais. Calem prit sa décision avant de comprendre pleinement ce qu'elle lui coûterait. Il entra de nouveau dans le hangar, attrapa une bobine de corde au mur et pointa vers le fond où une planche détachée avait pourri il y a des années. Elle pourrait se faufiler par là, atteindre le ravin derrière sa propriété. La femme plus âgée secoua violemment la tête, dit quelque chose de dur en apache. Elle ne lui faisait pas confiance. Pourquoi le ferait-elle? Les voix dehors devenaient plus fortes. Des hommes s'appelaient, se dispersant sur ces terres. Calem entendit l'un d'eux crier quelque chose à propos de vérifier les bâtiments. Peut-être 2 minutes maintenant, peut-être moins. Il regarda la jeune sœur. Elle s'éteignait, les yeux vagues, la peau trop pâle. Quelle que soit sa blessure, elle la vidait rapidement de son sang. Vous restez ici, vous mourrez, dit Calem. Aussi simple que ça. Vous venez avec moi maintenant, vous pourriez vivre. La mâchoire de la femme plus âgée se serra. Elle faisait des calculs dans sa tête. Faire confiance à cet étranger ou affronter ceux qui les traquaient. Aucune option n'était bonne, mais l'une d'elles était une mort certaine. Elle hocha la tête une fois, sèchement, de manière décisive. Calem bougea vite. Il arracha la planche détachée, élargit l'ouverture. La jeune sœur pouvait à peine tenir debout. L'aîné essaya de soutenir son poids, mais n'y parvint pas avec sa propre blessure. Calem s'avança et la femme plus âgée recula brusquement,
levant de nouveau ce morceau de bois. Il s'arrêta, pointa sa sœur du doigt. Elle n'y arrivera pas toute seule. Une longue pause. Puis la femme plus âgée abaissa le bois, le laissa aider. Kalen passa sous le bras de la jeune sœur, prenant la majeure partie de son poids. Elle était légère mais complètement inerte. Il pouvait sentir sa respiration superficielle contre son épaule. Ils se poussèrent à travers la brèche du mur juste au moment où il entendit des bottes frapper le sol près de sa grange. Quelqu'un était déjà à la porte principale du hangar. Le ravin n'était pas loin. Peut-être 30 mètres de terrain découvert, mais 30 mètres pouvaient aussi bien être 30 kilomètres si vous portiez quelqu'un qui ne pouvait pas courir. La femme plus âgée passa en premier, se déplaçant bas et vite malgré sa blessure. Kalen suivit avec la jeune sœur, la portant à moitié, la traînant à moitié. Chaque pas semblait durer 1 heure. Chaque son derrière eux ressemblait à une découverte. Ils atteignirent le bord du ravin, glissèrent le long de la pente rocheuse. Au fond se trouvait un lit de ruisseau étroit, presque sec à cette époque de l'année. Une bonne couverture, mais pas d'issue. Le ravin courait vers l'est sur peut-être un demi-mille avant de s'ouvrir sur les plaines. C'était là qu'il devait aller, là qu'il devait disparaître, mais ils ne pouvaient pas le faire à pied. Pas assez vite, pas avec leurs blessures. La femme plus âgée le regarda, dit quelque chose en apache. Il ne comprenait pas les mots, mais il en comprenait le sens. Et maintenant? Tu nous as sortis du hangar. Quel est ton plan pour la suite? Kalen n'en avait pas. Pas encore. Mais il savait ce dont ils avaient besoin. Un moyen de transport. Quelque chose d'assez rapide pour distancer des chevaux si cela s'avérait nécessaire. Quelque chose d'assez fort pour porter 2 personnes à travers un terrain accidenté. Il ne possédait que 3 mules. 2 étaient des bêtes de trait, têtues et lentes. La 3e était Dusty, 7 ans, la mule la plus rapide et la plus forte qu'il ait jamais élevée. Elle valait plus que tout ce qu'il possédait réuni. L'animal qu'il avait prévu de vendre le mois prochain pour payer les provisions d'hiver. De retour au hangar, quelqu'un défonça la porte. Une voix d'homme cria, « Elles étaient ici. » La traînée de sang traverse tout droit. Vérifiez l'arrière. Kalen regarda les 2 femmes, regarda vers sa propriété. Puis il fit un choix qui le laisserait sans rien, mais au moins ces 2-là pourraient vivre. Si vous pouvez monter, dit-il doucement, je peux vous trouver de quoi chevaucher, mais vous devez rester ici. Restez silencieuse. Je reviens. La femme plus âgée étudia son visage pendant un long moment. Puis elle hocha la tête. Kalen se retourna et remonta la paroi du ravin, se dirigeant vers son corral, où 3 mules observaient l'agitation avec un léger intérêt. L'une d'elles était sur le point de devenir la bouée de sauvetage de quelqu'un d'autre, et tout son avenir était sur le point de disparaître dans le désert avec 2 étrangères dont il ne connaissait même pas les noms. Kalen atteignit la clôture du corral et sauta par-dessus. Les 2 mules de travail le regardèrent à peine, mais Dusty leva la tête, oreille en avant, sentant quelque chose de différent dans ses mouvements. Elle était intelligente, trop intelligente parfois. Elle savait quand les choses n'étaient pas normales. Il attrapa sa longe et sa bride au poteau, parlant bas et calmement en s'approchant. Doucement, ma belle. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Derrière lui, près du hangar, il entendit des meubles se briser. Il démontait sa propriété, cherchant les femmes. Une voix s'éleva au-dessus des autres. Rude, en colère. Où est la traînée de sang? Allez. Elles ne se sont pas juste envolées. Trouvez-les. Kalen passa la bride à Dusty, la mena vers la clôture arrière. La clôture qui bordait le ravin. Il devrait lui faire descendre la pente, l'amener aux femmes, et d'une manière ou d'une autre les faire monter toutes les 2 et les mettre en mouvement avant que les chercheurs n'élargissent leurs rayons. Impossible. Mais il le faisait quand même. 3 hommes surgirent de derrière la grange. Pas des locaux, pas des éleveurs. Ils portaient la poussière de la piste et des kilomètres difficiles, se comportaient comme des hommes qui prenaient des choses qui ne leur appartenaient pas. Celui de devant avait une cicatrice en travers de la mâchoire et des yeux qui avaient cessé de voir les autres personnes comme des humains il y a longtemps. Il repéra Kalen avec la mule. « Toi, où vas-tu avec cet animal ?» Kalen continua d'avancer. « Chercher de l'eau. » La mule a soif. L'homme à la cicatrice s'approcha. « Nous cherchons 2 filles apaches blessées, qui saignent. Tu les as vues? Non. Tu es sûr de ça? Parce que leur piste mène droit à ta propriété. Et maintenant tu agis bizarrement,
éloignant un animal de valeur de ta grange. Kalen s'arrêta, se tourna pour leur faire face. Que voulez-vous à deux femmes blessées? L'homme sourit. Ce n'était pas un bon sourire. Ce ne sont pas tes affaires. Où sont-elles? Elles ne sont pas ici. Vous avez fouillé mon hangar. Vous n'avez rien trouvé. Maintenant, sortez de mes terres. L'homme à la cicatrice fit un autre pas. Sa main reposait sur la lame à sa ceinture. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu caches quelque chose. Je pense que nous devons fouiller un peu plus minutieusement. Et peut-être que tu dois répondre aux questions plus soigneusement. La prise de Kalen se resserra sur la longe de Dusty. La mule sentit la tension, déplaça son poids. Du ravin derrière lui, il entendit le plus petit bruit, un caillou qui roule, l'une des femmes qui bouge. Les yeux de l'homme à la cicatrice passèrent au-dessus de Kalen vers le bord du ravin. L'homme commença à marcher dans cette direction. Kalen se déplaça pour le bloquer. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez maintenant où? Ou quoi? Ou rien. Kalen n'avait aucun levier, aucune autorité, aucune arme à portée de main. Juste une mule et un refus obstiné de laisser ces hommes trouver ce qu'ils chassaient. L'homme à la cicatrice rit, le bouscula, se dirigea vers le ravin. Kalen fit la seule chose à laquelle il put penser. Il sauta sur le dos de Dusty. Pas de sel, juste une corde et de la détermination. Il la lança en avant, fonça directement sur l'homme, le forçant à sauter de côté. Puis il tourna la mule vers la pente du ravin. L'angle était trop raide. Dusty hésita. Kalen la pressa quand même. Elle lui faisait confiance. Même quand il demandait l'impossible, ils dévalèrent la pente dans une glissade contrôlée. Ils touchèrent le fond durement. Les deux femmes étaient là, pressées contre la paroi du ravin. Kalen arrêta Dusty à côté d'elle. Pas le temps pour des explications. Pas le temps pour quoi que ce soit. La femme plus âgée comprit immédiatement. Elle aida sa sœur à se lever. Kalen tira la plus jeune sur le dos de Dusty, puis l'aînée derrière elle. Deux personnes sur une mule. Trop de poids pour une longue course, mais assez pour une courte évasion. Allez vers l'est. Suivez le ravin jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Ensuite, dirigez-vous vers les formations rocheuses. 3 miles. Restez hors des sentiers. La femme plus âgée le regarda de haut. Et toi? Je vais vous gagner du temps. Au-dessus d'eux, sur le bord du ravin, l'homme à la cicatrice apparut avec 4 autres. Ils virent les femmes, virent la mule, commencèrent à descendre la pente. Kalen frappa fort la croupe de Dusty, elle décolla vers les dans le ravin, emportant 2 étrangères vers la liberté, emportant avec elle 7 ans de travail, 7 ans d'espoir, tout ce que Kalen avait construit. Il la regarda disparaître au tournant. Puis il se tourna pour faire face à 5 hommes qui n'avaient aucune raison de le laisser vivre. Et au loin, venant du nord, il entendit quelque chose de nouveau. Un son qui lui glaça le sang. Des douzaines de chevaux arrivant vite, venant d'un territoire appartenant à des gens qui ne négociaient pas avec les étrangers. Les Apaches étaient arrivés. L'homme à la cicatrice toucha le sol du ravin en premier. Ses bottes soulevèrent la poussière alors qu'il atterrissait, les yeux rivés sur Kalen. Où sont-elles allées? La question sortit plate. Dangereuse. Pas vraiment une question du tout. Kalen recula lentement, garda ses mains visibles. À l'est, en suivant le ravin, peut-être à un demi-mile maintenant. L'homme fit signe à 2 de ses compagnons. Allez les rattraper. Nous avons besoin de ces filles vivantes. Les 2 hommes partirent en courant, leurs bottes martelant le lit séché du ruisseau. L'homme à la cicatrice resta. Il observait Kalen avec la même expression qu'un serpent utilise avant de frapper. Tu viens de faire une erreur très coûteuse. Ce sont des gens, pas une cargaison. L'homme rit. Tu ne sais rien. Ces filles sont une propriété promise à un acheteur 3 territoires plus loin. Elles valent plus d'argent que tu n'en verras dans toute ta pathétique vie. Et tu viens de les aider à s'échapper sur ton meilleur animal. Kalen sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Pas des éleveurs, pas des colons avec indifférents. Des esclavagistes, des hommes qui achetaient et vendaient des êtres humains comme du bétail. Il avait entendu des histoires à leur sujet travaillant dans les territoires, prenant des femmes et des enfants apaches quand ils le pouvaient, les vendant aux mines, à des acheteurs riches qui voulaient des serviteurs qu'ils pouvaient traiter comme ils le voulaient. Il n'avait jamais cru que c'était aussi organisé, aussi brutal. Comment les avez-vous trouvés?
achetées à un agent corrompu il y a 2 semaines. Elles se sont échappées pendant le transport. On les traque depuis. L'homme s'approcha. Nous ne perdons jamais de marchandises. Et nous ne laissons certainement pas un fermier crasseux avec 3 mules interférer. Derrière Calen, les 2 autres hommes atteignirent le fond du ravin. 5 au total maintenant, tous armés, tous concentrés sur lui. Le bruit des chevaux apaches devenait plus fort. Assez proche maintenant pour que Calen puisse entendre les sabots individuels. Peut-être à 2 minutes, peut-être moins. L'homme à la cicatrice l'entendit aussi. Son expression changea. Apache. Parfait. Tout simplement parfait. Il regarda ses hommes. Nous devons bouger maintenant. Mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il sortit la lame de sa ceinture. Longue, courbée, conçue pour l'intimidation autant que pour les dégâts. Tu nous as coûté 2 atouts coûteux. Tu vas nous dire exactement où elle se dirige, chaque détail, ou je vais te laisser ici en train de saigner pour que les Apaches te trouvent. Calen recula jusqu'à ce que ses épaules heurtent la paroi du ravin. Nulle part où aller. Je vous l'ai dit, à l'est, en suivant le ravin. C'est tout ce que je sais. Menteur. La lame se leva. Calen vit sa mort dans les yeux de l'homme. Puis le bruit des chevaux devint un tonnerre. Le ravin tout entier sembla trembler. La tête de l'homme à la cicatrice se tourna brusquement vers le son. À l'entrée du ravin, la poussière s'élevait comme une tempête. À travers elle surgirent des cavaliers, des douzaines d'entre eux, des guerriers apaches à cheval, se déplaçant en formation, entourant les sorties du ravin avec une précision exercée. Au front chevauchait un homme en tenue de cérémonie, plus âgé, marqué par le temps, portant une coiffe qui le désignait comme quelqu'un d'important, un chef. Son visage était sculpté dans la pierre et la fureur. Ses yeux balayèrent le ravin, prirent en compte les 5 esclavagistes, prirent en compte Calen, pressé contre le mur, prirent en compte la traînée de sang qui ne menait nulle part. L'homme à la cicatrice et ses compagnons se figèrent. On ne fuyait pas les Apaches. On ne les combattait pas quand on était en infériorité numérique de 20 contre 1. On restait très immobile et on espérait qu'ils avaient d'autres priorités. Le chef leva une main. Ses guerriers s'arrêtèrent. Un silence parfait, à l'exception du bruit de la respiration des chevaux. Le regard du chef se posa sur Calen, s'y attarda, l'étudia avec une intensité qui ressemblait à être pesée sur une balance qui n'avait jamais montré de pitié. Puis le chef parla, sa voix portant à travers le ravin comme le vent à travers une terre vide. « Où sont mes filles ?» La gorge de Calen devint sèche. Filles. Les 2 femmes qu'il venait d'aider à s'échapper. Celles à qui il avait donné Dusty. Celles qui étaient maintenant à 3 miles de là et s'éloignaient chaque minute. Ils se tenaient devant leur père. Leur père qui commandait une armée. Leur père qui semblait décider quel morceau de Calen séparer en premier. L'esclavagiste à la cicatrice essaya de parler. Nous étions justes. Les yeux du chef Apache se déplacèrent vers lui. Juste ce regard, rien d'autre. L'esclavagiste se tut, avala difficilement, fit un pas en arrière. Le chef regarda de nouveau Calen, attendit. Derrière lui, chaque guerrier restait parfaitement immobile, armes prêtes, visages impassibles, attendant les ordres, attendant de voir ce que leur chef ferait à l'homme qui pourrait savoir où se trouvaient ses filles, l'homme qui pourrait être responsable de les cacher, l'homme qui était sur le point de répondre à une question qui pourrait se terminer avec son corps laissé dans le sable en guise d'avertissement aux autres. L'esprit de Calen passa en revue les options, mentir, et ses guerriers le sauraient. Dire la vérité, et admettre qu'il avait aidé les filles d'un chef Apache à s'échapper. Aucun chemin ne semblait mener à la survie, mais rester silencieux n'était pas une option non plus. La main du chef reposait sur l'arme à son côté, attendant. « Elles sont allées à l'est, » dit Calen. Sa voix sortit plus stable qu'il ne se sentait. En suivant le ravin. Je leur ai donné ma mule pour qu'elles puissent aller plus vite. L'expression du chef ne changea pas, tu les as aidées. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles étaient blessées. Parce que des hommes les chassaient. Calen fit un geste vers les esclavagistes. Ces hommes. L'esclavagiste à la cicatrice s'avança rapidement. C'est faux. Nous cherchions une propriété volée. Cet homme a interféré avec une légitime. Le regard du chef se déplaça de nouveau vers lui. Les mots de l'esclavagiste moururent dans sa gorge. Quelque chose dans les yeux du chef rendait les mensonges impossibles. Rendait la respiration difficile.
Comment était-elle blessée? Demanda le chef à Kalen. Son ton était prudent maintenant. Contrôlé. Comme un homme tenant quelque chose de dangereux qui pourrait se libérer à tout moment. Blessure à l'épaule pour l'aînée. La plus jeune était pire, pâle, faible, elle a perdu beaucoup de sang. La mâchoire du chef se serra, la seule fissure visible dans son calme de pierre. Quand? Il y a peut-être 1 heure et demie. Elle se cachait dans mon hangar à grains quand je les ai trouvés. Le chef tourna légèrement son cheval, parla en apache à ses guerriers. Plusieurs d'entre eux partirent immédiatement vers l'est dans le ravin, rapidement. Suivant la piste que Dusty aurait laissée. Le chef regarda de nouveau Kalen. Tu as donné ton animal, ta propriété, pour aider des étrangères. Elles avaient besoin d'aide. La plupart des hommes se seraient détournés ou pire. Les yeux du chef se déplacèrent vers les 5 esclavagistes. Ils étaient serrés les uns contre les autres maintenant, réalisant que leur situation était devenue considérablement plus compliquée. Vous avez chassé mes filles. L'homme à la cicatrice essaya une fois de plus. Nous avions des papiers. Une réclamation légale. Le chef leva une main. L'homme se tut. Autour du ravin, les guerriers apaches commencèrent à mettre pied à terre, se rapprochant, formant un cercle plus serré autour des esclavagistes. Leur mouvement était décontracté, sans hâte, mais il n'y avait rien de décontracté dans ce qui se passait. C'était un nœud coulant qui se resserrait. Vous avez pris mes filles, dit le chef. Sa voix était calme maintenant, d'une certaine manière plus terrible dans sa tranquillité. Vous les avez blessées, chassées à travers une terre vide, poussées à se cacher dans le hangar d'un étranger, saignantes et terrifiées. Nous ne faisions que suivre les ordres, lâcha l'un des autres esclavagistes. Nous ne savions pas qu'elles étaient quelqu'un d'important. L'expression du chef changea finalement. Son visage devint quelque chose d'ancien et de froid. Mes filles ne sont pas importantes à cause de qui je suis. Elles sont importantes parce qu'elles sont des êtres humains. Parce qu'elles sont des enfants qui ne devraient jamais avoir à fuir des hommes comme vous. Il mit pied à terre, tendit ses rênes à un guerrier proche, marcha lentement vers les 5 esclavagistes. Chaque pas délibéré. La main de l'homme à la cicatrice bougea vers sa lame. 3 guerriers apaches avaient des flèches encochées avant que ses doigts ne touchent la poignée. Il se figea, leva lentement la main. Le chef s'arrêta à 5 pieds des esclavagistes. Vous allez tout me dire. Qui vous les a vendus? Où les emmeniez-vous? Qui d'autre est impliqué dans ce commerce? Vous allez me dire tout cela. Et si vous mentez, même une fois, je le saurai. On ne te dira rien. Le chef hocha la tête comme s'il s'était attendu à cette réponse. Comme s'il l'avait même voulu. Alors vous resterez ici. Mes guerriers s'assureront que vous ne partiez pas. Et quand mes filles seront trouvées saines et sauves, nous discuterons de ce à quoi ressemble la justice pour les hommes qui chassent des enfants. Il se tourna vers Kalen. Toi, tu viens avec moi. Nous allons trouver mes filles et tu vas prier pour qu'elles soient en vie, parce que si elles ne le sont pas, tes bonnes intentions ne te sauveront pas de ce qui arrivera ensuite. 2 guerriers encadrèrent Kalen immédiatement. Pas hostile, pas doux non plus, juste présent, indiquant clairement qu'on ne lui donnait pas le choix. Le chef remonta à cheval. Kalen resta là dans le ravin, entouré de guerriers apaches avec des esclavagistes derrière lui et un sort incertain devant. Le soleil avait passé son zénith. L'après-midi saignait vers le soir avant le coucher du soleil. Le chef avait dit que ses filles devaient être trouvées avant le coucher du soleil. Et Kalen n'avait aucune idée si Dusty les avait emmenées assez loin, si elle s'était arrêtée pour se reposer, si la plus jeune sœur avait survécu à la chevauchée. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait fait un choix ce matin-là, un choix qui lui avait coûté tout ce qu'il possédait. Et maintenant, il allait découvrir si ce choix avait été un noble sacrifice ou une erreur fatale. Ils chevauchèrent vers l'est en silence. Kalen sur un cheval emprunté, flanqué de guerriers qui le surveillaient comme des hommes surveillent quelque chose de dangereux qui pourrait s'enfuir. Le chef chevauchait devant, le dos droit, les yeux scrutant le terrain. Toutes les quelques minutes, un de ses éclaireurs faisait un rapport en apache. Le chef hochait la tête, donnait de nouveaux ordres, continuait d'avancer. Le ravin s'ouvrit sur des plaines après 1 mile. Le paysage s'étendait dans toutes les directions. De la roche nue et des broussailles éparses offrant peu de couverture. Kalen vit les traces immédiatement. Les empreintes de Dusty claires dans la poussière. 2 personnes la chevauchant, la profondeur des empreintes de sabots montrant le poids supplémentaire.
Les traces se dirigeaient vers le nord-est, vers un groupe de formations rocheuses qui s'élevaient de la terre comme des dents cassées. Le chef les vit aussi, pressa son cheval plus vite. Le groupe entier accéléra. La monture empruntée de Kalen garda le rythme. Les guerriers maintenant leur position autour de lui. Pas exactement prisonniers, pas libres non plus. Quelque chose entre les deux. Ils couvrirent la distance en des minutes qui semblaient être des heures. Alors qu'ils approchaient des rochers, Kalen vit du mouvement, une silhouette émergeant d'entre deux grosses pierres. La sœur aînée, Ayana. Elle se tenait au bord de la formation, une main levée pour protéger ses yeux du soleil. Son épaule blessée était maintenant enveloppée de tissu déchiré de sa robe. Quand elle vit les cavaliers approcher, son corps se tendit, prêt à courir de nouveau, prêt à se battre. Puis elle vit le chef, vit la coiffe, vit son visage, son expression se brisa. La posture de guerrière s'effondra en quelque chose de brut, de jeune et de terrifié. Elle cria en apache, un seul mot que Kalen ne comprit pas mais reconnut quand même. « Père !» Le chef fut descendu de son cheval avant qu'il ne soit complètement arrêté. Il ferma la distance vers sa fille en de longues enjambées. Elle le rencontra à mi-chemin. Quand ils s'étreignirent, tout le corps d'Ayana trembla. Pas des pleurs. Au-delà des pleurs, quelque chose de plus profond. Le genre de soulagement qui ne vient qu'après avoir accepté que vous allez mourir, et découvrir ensuite que vous pourriez vivre après tout. Le chef la tenait, parlait doucement dans leur langue. Sa voix était douce maintenant. Toute la fureur de Pierre de tout à l'heure s'était transformée en autre chose, quelque chose qui ressemblait à un homme se retenant à peine de s'effondrer. Après un moment, il se recula, vérifia sa blessure à l'épaule, posa des questions. Elle répondit, faisant un geste vers les rochers, vers l'endroit où sa sœur attendait. Le chef se tourna vers ses guerriers, donna des ordres. 3 d'entre eux mirent immédiatement pied à terre, attrapèrent des provisions de leur sac. Médicaments, eau, nourriture. Ils se dirigèrent vers les rochers. Le chef suivit. Ayana marchait à côté de lui, s'appuyant contre l'épaule de son père. Kalen resta en selle. Incertain. L'un des guerriers lui fit signe de descendre et de suivre. Ce n'était pas une demande. Entre les rochers, dans un espace à peine assez large pour 2 personnes, la plus jeune sœur était allongée sur un lit de fortune fait de couverture. Quelqu'un avait pris soin d'elle, nettoyé ses plaies, l'avait installée confortablement. Elle était inconsciente mais respirait. Vivante. Le chef s'agenouilla à côté d'elle, posa sa main sur son front, prononça son nom doucement. Ké. Elle ne répondit pas, mais sa respiration était régulière. Les guerriers commencèrent à traiter ses blessures correctement, travaillant avec une efficacité exercée. Le chef resta agenouillé pendant un long moment. Puis il se leva, se tourna pour faire face à Kalen. Son expression était illisible. Tu as fait ça. Tu leur as donné un moyen de s'échapper. Tu les as envoyés ici. Je leur ai dit de se diriger vers les rochers. Je me suis dit qu'elles auraient une couverture. De l'eau à proximité. Le chef l'étudia. Elles seraient mortes dans ton hangar ou auraient été recapturées par ces hommes. Au lieu de cela, elles sont ici vivantes. Parce qu'un étranger a choisi de les aider à grands coups pour lui-même. Kalen ne savait pas quoi répondre à cela. Le chef s'approcha. Quel est ton nom? Kalen mérite. Kalen mérite. Je suis Nishoba. Voici mes filles. Ayana et Ké. La voix du chef était formelle maintenant, cérémonielle. Tu as sauvé leur vie. Il n'y a pas de dette plus grande que celle-ci. De derrière les rochers vint un bruit qui fit sursauter le cœur de Kalen. Un braiement familier. Dusty émergea, toujours scellé avec la bride de corde, semblant agacé d'avoir été laissé à attendre. Ayana apparut à côté de la mule, tenant sa longe. Elle amena Dusty vers Kalen, tendit la corde vers lui, dit quelque chose en apache. Sa voix était calme mais ferme. Nishoba traduisit. Elle dit que ton animal les a portés quand elle n'avait plus rien. Les a sauvés quand courir se serait terminé par un effondrement. Elle dit que dire merci semble insuffisant. Mais merci est ce qu'elle offre. Kalen prit la corde, passa sa main le long de l'encolure de Dusty. La mule poussa son nez contre sa poitrine. Toujours à lui. Toujours là. Il regarda Ayana. Je vous en prie. Prends soin de ta sœur. Nishoba observa cet échange avec une expression qui aurait pu être de l'approbation, ou peut-être quelque chose de plus profond.
Dis-moi, Kalen mérite, que veux-tu en retour de ce service? Kalen regarda Nishoba, les guerriers qui les entouraient, les deux sœurs qui avaient failli mourir ce matin-là. Que voulait-il? La question ressemblait à un test, comme s'il y avait une bonne réponse, et plusieurs mauvaises. Il pensa à sa propriété, son hangar vide, l'hiver qui arrivait, et pas d'argent pour s'y préparer. La mule qu'il avait récupérée valait quelque chose, mais pas assez. Rien, dit Kalen. Je ne veux rien. Les sourcils de Nishoba se levèrent légèrement. Rien. Tu donnes ta possession la plus précieuse, risques ta vie face à des hommes dangereux, et ne veux rien en retour. Je veux que vos filles soient en sécurité. C'est tout. Un long silence. Les guerriers échangèrent des regards. Ayana regardait Kalen avec une expression difficile à lire. Nishoba s'approcha. La plupart des hommes qui aident les autres attendent un paiement. De la gratitude au minimum. De la reconnaissance. Tu n'attends ni l'un ni l'autre. J'attends de vous que vous preniez soin de votre famille et que vous vous assuriez que ces hommes là-bas dans le ravin ne fassent plus jamais de mal à personne. Nishoba hocha la tête lentement. Les hommes dans le ravin. Oui, on va s'occuper d'eux. Mes guerriers les ont sécurisés. Ils feront face à la justice pour ce qu'ils ont fait. Pas seulement à mes filles, aux autres qu'ils ont pris. Il y avait quelque chose de sombre dans sa voix maintenant. Quelque chose qui suggérait que le sort des esclavagistes était déjà décidé et qu'il n'était pas clément. Kalen sentit qu'il devrait probablement se sentir mal à ce sujet. Ce n'était pas le cas. Les hommes qui achetaient et vendaient des êtres humains méritaient tout ce qu'ils recevaient. Il regarda le soleil, plus bas maintenant. Peut-être 2 heures avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, avait dit Nishoba plus tôt. Ils avaient réussi. Trouver les filles vivantes. L'échéance avait été respectée. Nishoba sembla lire ses pensées. Tu te demandes si tu es libre de partir maintenant. Le suis-je? Oui. Tu peux retourner à ta propriété. Prends ton animal. Retourne à ta vie. Le chef fit une pause. Mais je te demanderai quelque chose d'abord. Quoi? Reviens au ravin avec nous. Sois témoin de ce qui arrive à ces hommes. Je veux qu'ils voient le visage de la seule personne qui a agi avec honneur aujourd'hui. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ont échoué parce qu'Aram a choisi différemment de ce qu'ils auraient fait. Kalen n'était pas sûr de vouloir voir à quoi ressemblait la justice Apache, mais il comprenait aussi ce que Nishoba offrait. Pas seulement une vengeance, un message, une déclaration que certaines lignes ne pouvaient pas être franchies sans conséquence. Il hocha la tête. Je viendrai. Ils revinrent ensemble. Plus lentement cette fois, moins d'urgence. 2 guerriers restèrent avec Kay pour continuer à soigner ses blessures. Ayana chevauchait avec son père, assise tout près, sa tête reposant occasionnellement contre son épaule. Kalen chevauchait à côté d'eux, menant Dusty. La lumière de l'après-midi rendait tout or et rouge, magnifique, trompeur. Le genre de lumière qui faisait ressembler les choses terribles à des peintures. Quand ils atteignirent le ravin, les 5 esclavagistes étaient à genoux dans la poussière, mains liées derrière eux, entourés d'un cercle de guerriers armes au clair. Le chef à la cicatrice vit Nishoba revenir, vit Kalen à côté de lui. Son expression passa de la peur à quelque chose de pire que la peur, la compréhension. Ils avaient complètement perdu. Nishoba mit pied à terre, entra dans le cercle, se tint devant les 5 hommes. « Mes filles sont vivantes, dit-il, sa voix portant à travers le ravin. Pas grâce à vous. Elles sont blessées, mais elles guériront. Elles sont en sécurité maintenant, et vous allez vous assurer qu'aucun autre ne souffre ce que vous leur destiniez. » L'homme à la cicatrice essaya de parler. Nishoba le coupa d'un geste. « Vous allez être emmené au marshal territorial. Vous témoignerez contre tous ceux impliqués dans votre commerce, chaque acheteur, chaque vendeur, chaque agent corrompu qui permet ce mal. Et si vous refusez, mes guerriers s'assureront que vous regrettiez ce choix aussi longtemps que vous continuerez à respirer. » L'un des autres esclavagistes craqua, commença à parler immédiatement, nom, lieu, itinéraire, tout déballant dans une tentative désespérée de négocier la clémence. L'homme à la cicatrice le foudroya du regard, le traita de lâche, mais le mal était fait. Le réseau était exposé. Nishoba écouta, mémorisa chaque détail. Puis il se tourna vers ses guerriers. Emmenez-les. Livrez-les et leurs aveux au marshal. Assurez-vous que justice soit faite. Les guerriers agirent efficacement. En quelques minutes,
les 5 esclavagistes furent montés sur des chevaux, toujours attachés, emmenés par une escorte armée. Leur sort scellé par leurs propres mots. Nishoba les regarda partir. Puis il se tourna vers Kalen. C'est ce que tu as aidé à empêcher. Mes filles réduites en esclavage par des hommes comme ça. Vendus comme des animaux, utilisés et jetés. Tu as arrêté ça. Quoi que tu penses avoir fait ce matin, comprends que c'était plus significatif que tu ne le sais. Kalen regarda le ravin vide. Les ombres s'allongeaient. Je leur ai juste donné une mule. Tu leur as donné de l'espoir. Tu leur as donné une chance. Dans un monde où la plupart auraient détourné le regard, tu as choisi de voir, d'agir. Ce n'est pas commun. Ce n'est pas rien. Le soleil toucha l'horizon alors que Nishoba et Kalen se tenaient au bord du ravin. Les guerriers étaient partis avec leurs prisonniers. Le sang dans la poussière séchait déjà. Bientôt, il n'y aurait plus aucune preuve que quoi que ce soit se soit passé ici. Juste un autre espace vide à la frontière. Mais les deux hommes savaient que c'était différent. Tu refuses toujours le paiement, dit Nishoba. Ce n'était pas tout à fait une question. J'ai récupéré ma mule. C'est assez. Nishoba secoua la tête lentement. Ce n'est pas assez. Tu as tout risqué. Ta propriété, ton avenir, ta vie. Pour des étrangères, il doit y avoir un équilibre. Kalen regarda Dusty, patiente à proximité. L'équilibre est que vos filles sont en vie. C'est ce qui compte. Nishoba resta silencieux un moment. Puis il fouilla dans une poche à sa ceinture, sortit quelque chose de petit, tendit la main vers Kalen. Dans sa paume reposait une pierre sculptée, lisse, ancienne, des motifs simples gravés dans sa surface. Ceci appartenait à mon grand-père, dit Nishoba, et à son grand-père avant lui. Cela désigne le porteur comme un ami de notre peuple. Quelqu'un qui peut voyager sur nos terres en sécurité. Quelqu'un en qui nous avons confiance. Kalen fixa la pierre. C'est trop précieux. La valeur est déterminée par ce que quelque chose représente. Ceci représente une dette payée et l'honneur reconnu. Prends-la. Kalen prit la pierre. Elle était chaude de la main de Nishoba, plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Il referma ses doigts autour. Merci. Il y a autre chose. Nishoba fit un geste vers le nord. Mon peuple campe à 3 miles dans cette direction. Ayana a insisté pour que je te dise ceci. Elle dit que si jamais tu as besoin d'aide, d'abri, de nourriture, n'importe quoi, tu viens à nous. Tu seras toujours le bienvenu. Toujours. Kalen sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Le genre d'émotion qui n'a pas de nom. Je m'en souviendrai. Veille à le faire. Nishoba tendit la main. Pas de la manière cérémonielle formelle d'avant. Juste d'un homme à un autre. Kalen la serra. La poignée était ferme, brève, significative. Vos filles, dit Kalen. Iront-elles bien? Qui aura besoin de temps pour guérir? Des semaines peut-être, mais elle est jeune, forte. Elle se remettra. Ayana est plus dure qu'elle n'y paraît. Elle a déjà demandé quand elle pourrait reprendre son entraînement. L'expression de Nishoba s'adoucit légèrement. Presque un sourire. Ce sont des survivantes, comme leur père, comme l'homme qui les a sauvées. Je ne les ai pas sauvées. Je leur ai juste donné une chance. C'est ce que sauver quelqu'un signifie. Leur donner une chance quand ils n'en ont plus aucune. Nishoba recula, leva la main en signe d'adieu. Que ton chemin soit clair, Kalen mérite. Et le vôtre, Nishoba. Le chef Apache monta sur son cheval, chevaucha vers le nord sans se retourner. En quelques minutes, il n'était plus qu'une silhouette contre le ciel qui s'assombrissait. Puis plus rien, juste la terre vide et le bruit du vent traversant le ravin. Kalen resta là seul, sentant le poids de la pierre sculptée dans sa main. Le poids d'une journée qui avait tout changé. Il monta sur Dusty, la tourna vers la maison. Le retour fut lent, paisible. Les étoiles sortirent une à une, remplissant le ciel d'une lumière froide. Quand il atteignit sa propriété, la porte de la grange était toujours ouverte là où les esclavagistes l'avaient défoncée. Le hangar montrait encore les signes du chaos du matin, mais c'était à lui, toujours debout, toujours sa maison. Il mit Dusty dans le corral avec les 2 autres mules, les nourrit toutes, vérifia leur eau. Les tâches familières simples semblaient différentes maintenant, plus significatives. Il avait failli perdre cela, failli tout perdre.
Mais il avait fait un choix, le bon choix. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, tout s'était arrangé. À l'intérieur de sa petite maison, Kallen plaça la pierre sculptée sur la table, la regarda à la lueur de la lampe, un morceau de l'histoire de quelqu'un d'autre, faisant maintenant partie de la sienne. Il pensa à Ayana et Kay, à Nishoba, aux 5 hommes qui feraient face à la justice pour leurs crimes, à une matinée qui avait commencé avec du sang dans la poussière et s'était terminée par quelque chose ressemblant à la paix. Il avait donné sa meilleure mule pour que 2 sœurs Apaches puissent s'échapper. Leur père était arrivé avant le coucher du soleil, et au lieu de la mort, de la punition ou de la perte, Kallen avait découvert quelque chose d'inattendu. Que faire ce qui est juste, même quand cela coûte tout, rapporte parfois plus que cela ne prend. Pas en or, en terre ou en bétail, mais en quelque chose de plus difficile à mesurer et impossible à acheter. Le respect. La confiance. La connaissance que lorsque le moment est venu, lorsque le choix a dû être fait, il avait choisi de voir les autres personnes comme des êtres humains valant la peine d'être sauvés. Kallen éteignit la lampe, s'allongea pour dormir. Dehors, Dusty fit un bruit doux dans le corral. Contente, en sécurité, à la maison. Et pour la première fois depuis des années, Kallen mérite se sentit faire partie de quelque chose de plus grand que son petit lopin de terre. Partie d'un monde où l'honneur signifiait encore quelque chose. Où les choix comptaient, où le courage d'un homme pouvait changer le cours des vies. La frontière était dure, impitoyable, dangereuse. Mais elle était aussi pleine de moments comme celui-ci. Des moments qui prouvaient que l'humanité pouvait survivre même dans les endroits les plus rudes. Même lorsque tout le reste était dépouillé, les gens pouvaient encore choisir la gentillesse. Pouvaient encore choisir d'aider. Pouvaient encore choisir d'être meilleurs que leur peur. Et cela, pensa Kallen alors que le sommeil le gagnait, valait plus que n'importe quelle mule. Valait plus que tout. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre récit de la frontière, où le courage et le sacrifice façonnent les destins de manière auxquelles vous ne vous attendiez jamais. N'oubliez pas de vous abonner et envisager de laisser un super chat pour nous aider à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci.